Ah, c'est compliqué quand même, parce que vous n'arrivez pas à comprendre que pour ce pouvoir... En clair, vous pouvez pas soigner un schizophrène, on ne peut pas guérir un schizophrène. On peut lui apprendre à contrôler sa maladie. Mon psychiatre, mon templier, j'aime bien quand tu me contactes en me disant comment t'as fait avec ta schizophrène. Comment j'ai fait? J'ai utilisé tout simplement son cerveau. Quand vous lui avez filé que des médicaments en lui disant « démerde-toi », moi, je lui ai appris à savoir anticiper ces crises, à savoir les ressentir, à ressentir ce déclic physique à l'intérieur d'elle au moment où elle est en train de partir en crise. Donc, de pouvoir gérer ces crises. À l'heure actuelle, elle n'a pas fait une seule crise en 2 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours son traitement sur elle en cas d'urgence. L'urgence, c'est l'alerte physique qu'elle arrive maintenant à décrypter et qui lui permet de prendre son médicament avant de faire une crise de schizophrénie. Pour un bipolaire, même chose. Le borderline, ça n'a pas besoin d'un traitement puisque c'est émotionnel. Ça veut dire que c'est plus apprendre à contrôler ses émotions. Tu peux le faire avec un représentant religieux ou tu peux le faire aussi avec un psychologue. Les psychiatres ne peuvent pas s'occuper de borderline puisque le trouble borderline, c'est émotif. Donc ça, c'est les psychologues qui peuvent gérer ça. Et très bien même. Un petit peu d'auto-hypnose et c'est facile. Apprendre à gérer ses émotions. Voilà. Par contre, le trouble bipolaire, maniaco-dépressif ou le trouble schizophrénique, c'est différent, ce n'est pas émotionnel, donc c'est pas la même cellule du cerveau qui a du mal à réagir. C'est plutôt, on va dire, le côté neuroleptique, le côté nerveux de lui-même. Quand il y a un schizophrène qui passe à l'acte, c'est qu'en fait, il y a quelque chose dans le système nerveux qui donne une contre-indication et ça déforme ta réalité. Donc en clair, c'est cette décharge d'électricité dans le cerveau qui déconnecte et qui inverse tout simplement la logique d'une personne en psychose. Alors, je lui ai fait comprendre, moi, par contre, qu'elle ne pourrait jamais guérir. Qu'elle pourrait se passer d'un traitement tous les jours, mais qu'elle devrait toujours avoir un médicament sur elle et que tant qu'elle n'est pas capable d'anticiper et de savoir gérer ses crises, elle ne pourra pas déjà diminuer son traitement. Ça se fait progressivement. Le problème, c'est que quand vous laissez sortir les schizophrènes de l'hôpital, vous leur donnez un traitement. Qui vous dit qu'ils le prennent, le traitement? S'il n'y a pas de suivi, il y a rechute. Hein? Et s'il y a suivi avec un traitement, mais que vous apprenez pas la personne à savoir gérer sa maladie, la comprendre, donc voilà, savoir comment identifier les signes du passage en être normal et d'un coup en être psychotique. Donc automatiquement, il faut apprendre à celui qui prend les médicaments à savoir gérer son être, savoir gérer sa personne. C'est pas le tout de mettre un médicament dans la bouche, de le faire parler sur un canapé, c'est pas ça. Non, non, c'est lui apprendre à gérer sa maladie, ce que vous ne faites pas. Pas suffisamment de moyens humains, pas suffisamment de place dans les hôpitaux, donc voilà, à un moment donné, c'est normal. Sauf que le problème, c'est que quand ils sortent, pour les cas les plus dangereux, ceux qui ont commis des crimes, il faut une surveillance quotidienne tous les jours jusqu'à vie. Le jour où quelqu'un qui est criminel arrête son traitement, il repasse à l'acte. C'est ce qui vient de passer avec Karen. C'est parce qu'il n'y a eu aucun contrôle à sa sortie. Il faut mettre ces gens sur curatelle avec une aide médicale à domicile qui vient tous les jours donner le traitement. Et si le patient n'est pas au domicile et ne prend pas le traitement, c'est la justice qui le renferme. À un moment donné, ben oui, il va falloir mettre les gens, mettre une épée de Damoclès au-dessus d'eux. Si au final, il y a un suivi, on lui apprend à comprendre à gérer sa maladie, on lui apprend à gérer son cerveau,
apprendre à gérer ses nerfs au moment où ça pète. On lui donne un traitement. Il y a un suivi, un accompagnement, un éducateur qui est rajouté aussi un curateur et qui est rajouté aussi une aide-soignante, une infirmière à domicile. Oui, l'infirmière à domicile peut se faire assister. Donc voilà, si c'est dans un cadre hospitalier, un médecin dans un hôpital qui se déplace chez le patient peut venir accompagné de 2 gros bras, 2 molosses pour pouvoir maintenir le patient en cas de problème. Eh bien oui, ça se fait dans les hôpitaux psychiatriques. Vous appelez 6 personnes qui viennent vous maintenir au sol et vous mettez au final la camisole ou les entraves et picouse de je sais pas quoi dans le cul. Donc au bout d'un moment, je suis désolée, vous savez le faire. Hein. Quand il y a un suivi extérieur, c'est une continuité de ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, vous lui donnez son traitement. Vous le contrôlez en cas de crise, vous lui faites une injection pour le casser. Vous l'entravez. Vous utilisez ce genre de technique dans les hôpitaux, mais quand ils ressortent, ils n'ont rien de tout ça. Ils n'ont plus de rythme, il n'y a plus aucune surveillance constante, il n'y a plus personne qui leur donne les traitements, ils ont l'impression d'aller mieux, il n'y a personne qui les tient et ça repasse à l'acte. Il y a un problème dans le protocole, dans l'accompagnement, dans la façon de gérer leur maladie. Parce que vous êtes dans l'erreur totale, vous avez abandonné avec les malades mentales, vous leur donnez des médicaments, vous les enfermez, mais il n'y a rien qui suit après. Il n'y a pas d'accompagnement de la gestion de la maladie. Il n'y a pas un suivi avec un professionnel qui continue l'accompagnement pour pas que tu rechutes. Eh ben oui, s'il n'y a personne qui surveille. Chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. À la première fois où ils oublient le traitement, s'ils ne savent pas contrôler leur maladie et anticiper les signes, ils ne pourront pas gérer leur crise et ils partiront en crise. Comment t'as fait avec ta schizophrène? Je lui ai appris à savoir quand est-ce que ses nerfs vont lâcher parce qu'elle le ressent. Apprendre à ressentir. Ah ben oui, c'est le mental. Hein. La psychiatrie soigne qu'avec de la médecine, pas avec du psycho. C'est ça le problème. Le psycho, c'est l'auto-hypnose. C'est apprendre à la personne à gérer son cerveau, à pratiquer chez elle une auto-hypnose, une auto-suggestion pour pouvoir contrôler son état neuroleptique. C'est pas compliqué quand même. Apprendre à la personne d'anticiper les signes de sa maladie, comprendre comment sa maladie fonctionne. Savoir comment penser autrement quand ta maladie arrive et va exploser. Moi, les premières fois, elle m'appelait en train de péter en pleine psychose. Je suis arrivée à lui faire revenir à la raison, à lui faire prendre son traitement sans qu'elle agresse personne, sans qu'elle se fasse le moindre mal. Juste à la parole. Alors oui, je l'ai hypnotisée. Par téléphone. J'aurais pu lui faire le caniche, si je veux, je peux lui faire s'ouvrir les veines. Hein. Ah ben oui, après, l'hypnose, si elle est utilisée par quelqu'un qui veut faire le mal, tu peux faire le mal. Si tu utilises l'hypnose pour faire le bien, tu fais le bien. C'est pour ça que tout le monde n'est pas hypnotiseur, encore heureux. Et que ça doit être dans le cadre de la médecine, pour soigner, pas pour se faire du pognon ou pour détruire des gens. Donc l'hypnose, c'est comme l'intelligence artificielle, c'est comme tout dans la société. Il y a sa part de bien, sa part de bon. C'est comme les drones. Les drones, il y a du positif et il y a du négatif. Le négatif, c'est si au final, certaines libertés sont enfreintes. Donc il doit toujours avoir le juste milieu, la juste limite. Il doit avoir un équilibre. Vous donnez des médicaments, vous enfermez les personnes, mais vous leur apprenez pas à gérer leur état mental. Vous leur apprenez pas à contrôler leur cerveau. Le médicament remplace. Il vient faire ce que vous ne leur apprenez pas à faire. Si vous leur apprenez pas à gérer leur maladie et qu'ils prennent pas leur traitement, qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Eh, moi, ma schizophrène, je suis désolée, mon frère, mon psychiatre, je suis désolée, mais ma schizophrène, elle travaille, elle est en couple et elle va bientôt avoir son enfant. Elle n'a pas fait une crise en 2 ans parce que chaque fois, elle sent sa maladie arriver. Elle est arrivée à la contrôler. Elle utilise l'auto-hypnose. Elle n'a pas craqué en 2 ans. Quand tu as une technique qui fonctionne, tu l'appliques. Vous utilisez quoi? La chimie. Vous donnez des camisoles chimiques. Vous enfermez ces gens-là, mais vous leur apprenez pas à contrôler leur maladie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent mieux déjà pour commencer? C'est marrant, un craqué. À distance, un craqué. Ça fait maintenant 1 an qu'il n'a pas touché au crack. Plus d'1 an qu'il n'a pas touché au crack. La schizophrène que j'ai aidée, pas une seule crise de schizophrénie en 2 ans. Parce que c'est une technique qui fait marcher le cerveau humain. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pour ça que vous n'arriverez jamais à contrôler les humains. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Comment t'as fait? J'ai utilisé sa tête plutôt que de lui donner vos produits chimiques. Oui, elle a pris son traitement. Le temps qu'elle apprenne à gérer ses crises, à les sentir arriver, à pouvoir justement contrôler la crise avant qu'elle soit là. Eh ben oui, elle a pris son traitement de façon habituelle et progressivement, on baissait les doses avec son médecin. Progressivement. Le médecin, quand il lui a dit « J'ai une thérapeute qui est une guérisseuse, je voudrais que vous soyez en contact, elle et mon médecin », le médecin a accepté. Le médecin m'a dit « Mais vous apprenez à ma patience à contrôler son esprit, mais vous retirez pas le médicament pour autant. Le médicament est toujours la sécurité. » Ben oui, mais c'est la base. Je lui ai dit « Jamais tu pourras guérir. Si tu as l'impression d'aller mieux, c'est parce que c'est les médicaments qui font ça. Tu peux avoir la même impression d'aller mieux, donc voilà, sans les médicaments, avec justement la gestion de ton esprit, de ta maladie. Mais si d'un côté ou de l'autre ça pète, tu vas avoir besoin de ton traitement pour éviter de commettre un crime ou de commettre quelque chose que tu vas regretter par la suite. Les schizophrènes, la plupart du temps, regrettent toujours ce qu'ils font, puisqu'ils ne sont pas conscients au moment du passage à l'acte. Un bipolaire, il ne peut pas contrôler ses nerfs qui sont en train de monter, donc ça explose. Il ne peut pas se contrôler sur l'instant. Mais avant d'en arriver à cet instant-là, il a la possibilité d'anticiper ce qui va arriver. Tu le ressens en toi, tu le ressens dans ton cerveau, faut être conscient de son cerveau. Frère, arrêtez de bourrer les gens de cachetons et de les enfermer et commencez à travailler sur leur esprit. C'est mental que ça se soigne. On ne pourra pas les guérir, mais on peut les soigner. Il y a une différence entre guérir et soigner. Soigner, c'est apprendre à gérer ta maladie. C'est apprendre à la contrôler. C'est savoir quand prendre le médicament qui t'est nécessaire à pouvoir justement contrôler ta crise. C'est pas forcément le prendre tous les jours. Un schizophrène ne fait pas de crise tous les jours. Un bipolaire non plus, c'est des périodes. C'est des périodes de crise. Moi, je lui ai fait noter chaque période où elle a failli rentrer en crise et qu'elle a été obligée de prendre son cachet. Eh bien, au fur et à mesure, les périodes se rallongeaient. Au lieu d'être rapprochées, eh bien, elles s'éloignaient. Eh bien, maintenant, c'est... Elle m'a dit, 2 fois dans l'année, j'ai pris mon traitement. 2 fois cette année, elle a pris son traitement uniquement. L'année d'avant, beaucoup plus le temps de savoir gérer sa maladie. En 2 ans. En 2 ans, elle a une vie normale. Par contre, elle a tous les ordres à devoir respecter pour ne pas représenter un danger pour elle et pour les siens. Et pour les autres aussi. Hein. Elle est maman. Hein. Elle a son mari. Hein. Elle n'a pas envie non plus, donc voilà, de tuer un des deux. Hein. Elle est consciente que sa maladie peut la faire vriller. Tant qu'il n'y a pas déjà cette prise de conscience, déjà on ne peut rien faire. Faut avoir envie de changer de vie, d'avoir une meilleure vie que ça. Mais tous, ils ne veulent pas être bourrés de cachetons. Ils ont l'impression d'être des zombies. Ils ont l'impression que c'est le médicament est un poison. Parce que vous leur donnez tous les jours.
Parce que vous leur apprenez pas à gérer leur crise, gérer leur maladie, gérer leur cerveau. Quand tu apprends à gérer ta personne, tu as beaucoup moins besoin d'un médicament. Quand tu apprends à gérer ta douleur, eh ben, tu as moins besoin de prendre des antidouleurs. C'est dans la tête que ça se passe, sauf que vous êtes incapable de faire marcher la tête des humains. Vous êtes incapable de savoir comment fonctionne le cerveau humain. Donc vous n'arriverez jamais à soigner l'humanité, à la guérir comme vous dites. Parce que si tu ne soignes pas l'esprit, eh ben l'esprit ne peut pas aller mieux. Sauf que soigner l'esprit, c'est soigner l'âme. C'est apprendre à la personne à gérer sa personne, à gérer son être, à gérer son âme. C'est ton âme qui débloque. La connexion entre ton âme et ton cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça vos crises. Avant d'en arriver à une période de crise, vous avez toujours des alertes. C'est ça que chaque personne doit identifier chez elle. L'alerte peut être différente d'une personne à l'autre. Chaque personne est différente, donc il faut faire une recherche poussée avec de l'hypnose pour savoir où se trouve le déclencheur. Déjà pour commencer, il y a toujours un déclencheur. Moi-même, je suis borderline. J'ai pas de traitement, pas de suivi psychiatrique parce que je sais gérer tout simplement mes émotions. J'arrive toujours à égaliser une émotion avec une autre. Si je suis en colère, je vais essayer d'être triste. Et j'essaye d'équilibrer entre les émotions. Ma schizophrène, même chose. Elle a su équilibrer aussi. À un moment donné, mon cracker, ne touche plus au crack. Il fume un joint le week-end. Waouh! Voilà. Un joint le week-end. Il touche juste un joint le week-end. Le reste, il n'y a plus touché. À un moment donné, je suis pas médecin. Je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Je suis... Mon codex. T'es juste la reine de cette planète. Je sais. Putain de merde. Je sais, je suis la réincarnation de Lilith. Donc techniquement, c'est comme si c'était moi qui avait mis mes humains au monde. Donc qui mieux que moi sait comment soigner l'espèce humaine? Par la tête, le cerveau. On me dit comment tu arrives à soigner une maladie mentale. Merci. En travaillant sur le mental. Merci mon codex, merci mon Dieu, je t'aime. Voilà, c'est tellement simple. Mais non, ils vont chercher compliqué. Parce qu'ils les enferment, ils les droguent en les bourrant de cachetons, mais ils ne travaillent pas sur le mental de la personne. Faire raconter sa vie à une personne, c'est pas ça, travailler sur son psychisme, sur son psycho. À un moment donné, l'esprit, tu le travailles en profondeur. Tu y pénètres. Tu viens essayer de le comprendre. Ah, mais avec un schizophrène ou avec un borderline ou avec un bipolaire, il n'y a que l'hypnose et l'auto-hypnose. Il y a la compréhension et l'anticipation de ton état. Il y a une prise de conscience du patient. Ça, c'est quand tu travailles sur le cerveau. Faire raconter ton enfance à quelqu'un, c'est pas ça le problème. Si tu es schizophrène, c'est une maladie, c'est neurologique. C'est tout simplement une connexion de neurones qui ne se fait pas normalement et qui inverse les valeurs. Malheureusement, le patient n'est pas responsable de la maladie qu'il a. Il peut rien y faire, hein. Il a. Mais il peut apprendre à vivre avec en la contrôlant. Le traitement est un plus pour éviter la rechute. Pour éviter le passage à l'acte. Mais ce qui évite... Donc voilà, un schizophrène d'être schizophrène, c'est que le schizophrène est capable de contrôler sa schizophrénie. C'est la base. Le problème là avec ce mec qui a tué Karen, c'est tout simplement parce que vous l'avez laissé ressortir d'un hôpital, que vous lui avez jamais appris à contrôler sa maladie, à contrôler son psychisme, à savoir se gérer, se contrôler. On lui a jamais appris depuis qu'on l'a diagnostiqué. On n'a fait que de l'enfermer, de lui donner des médicaments.
si on lui apprend pas à se contrôler, à contrôler son esprit, à contrôler sa maladie, il ne pourra pas aller mieux. Il est schizophrène. C'est un contrôle de son esprit. Mais sachant que, avec un traitement, sans l'enceinte de l'hôpital, sans ce qui le tient enfermé, qui le tient sous contrôle, t'as plus personne qui te donne ton traitement, t'es plus sous surveillance. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes ton traitement, puisqu'il n'y a plus personne qui est là pour te le donner, il n'y a plus personne qui est là pour te surveiller, pour t'imposer les règles. Donc dès que tu ressors, t'arrêtes le traitement, parce que au final, t'as plus personne sur le dos, et en 1-2 jours, tu passes à l'acte, parce que tout simplement, ben voilà, sans traitement, sans pouvoir gérer ton cerveau, sans avoir une sécurité, quelqu'un qui contrôle, passage à l'acte. C'est normal. Mais c'est normal, mon codex. 1. Il sait pas contrôler sa maladie, on lui a jamais appris. 2. On lui donne un traitement. Mais c'est quelqu'un qui lui donne. Tous les jours, tu as une infirmière, tu as un médecin qui lui donne son traitement dans un hôpital. Ou même dans une prison quand tu as un problème psychiatrique. Si tu n'as plus personne qui te donne ton traitement, comme si ces gens-là allaient le prendre. Quand tu es diagnostiqué avec une maladie mentale et que tu as commis des agressions, des crimes en fonction de cette maladie mentale, il faut une surveillance accrue. Donc, il faut un éducateur qui te suit tous les jours, qui doit savoir où tu te trouves, avec qui tu es. Tu as un curateur qui est là pour pouvoir te gérer. Tu as aussi un médecin, donc voilà, qui vient te faire la prise de médicaments tous les jours. Et on t'apprend à gérer ton état mental, ton état physique. On leur donne des médicaments, on les laisse, on ouvre les portes avec une ordonnance et voilà. Faut pas s'étonner, mon codex. Mon Dieu, quand tu donnes un traitement à quelqu'un qui est malade, que tu le renvoies chez lui sans aucune surveillance, alors qu'il y avait quelqu'un dans la structure où il était qui lui donnait, donc voilà, les médicaments, qui le maintenait sous surveillance, qui lui imposait un cadre, qui lui imposait une routine, qui lui imposait des horaires. Là, on le laisse sortir, il n'y a rien qui est suivi. Il est livré à lui-même. Se pensant guéri, se pensant mieux comme tous ceux qui sont malades avec une maladie mentale. Ils ont une impression que ça va mieux parce que c'est le médicament qui fait cette impression. Si tu apprends à gérer ton esprit, ça sera parce que tu auras appris à gérer ton esprit. Eh ben oui, mon codex, c'est totalement prévisible. Ceux qui sont malades mentales, qui ont déjà poignardé quelqu'un, quand ils ressortent, il faut un suivi. Il faut que constamment, il y ait une surveillance sur lui. Il faut qu'il y ait une continuité et il faut qu'il y ait une injonction du juge à cela. L'injonction du juge dit, vous devez avoir un éducateur, un curateur et un médecin qui est là pour vous donner le traitement et qui est là pour vous apprendre à gérer votre maladie. Vous restez sous surveillance même si vous êtes sorti de l'institut où vous étiez. Vu que votre maladie porte danger à la société, il est de mon devoir de juge de vous mettre sous surveillance constante et rapprochée, pas par la police, un éducateur, un médecin et un curateur. À un moment donné, tu as une triquetra, le mec est surveillé en permanence tous les jours, un de ces professionnels voit le patient. On peut déclarer une alerte à tout moment parce qu'il y a une surveillance constante. Oui, mais quand on a mon cerveau, je sais, quand on a mon codex, ils savent même pas soigner. Mon codex, j'en peux plus. J'en peux plus, je vais craquer. Ils savent rien faire dans cette société. C'est de pire en pire. Incapable de savoir soigner les malades, incapable de savoir condamner comme il faut, incapable de savoir éduquer. Oh putain, mais oh, je vais craquer moi, je dois remettre de l'ordre dans tout leur bordel.
Mais ils ont baissé les bras sur le service public depuis longtemps. Ils ont viré le service public, ils l'ont massacré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Prendre le pouvoir pour remettre de l'ordre par toi-même. Est-ce que les Français sont d'accord avec ça? Prends le pouvoir, tu le sauras. Ils sauront pas faire. Je sais, tu me l'as dit dès le départ que j'aurais pas le choix. Mais le pire, c'est que tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont avec moi me disent « Mais putain, t'as raison, c'est ça qu'il faut pour la France. Pourquoi ils obéissent pas? Ils ont juste à fermer leur gueule et à faire ce que tu leur dis. Et comme ça, on s'en sort. » Mais non, ils veulent encore y aller de leur propre avis, de leur propre interprétation. Ils veulent encore continuer d'avoir le pouvoir sur la France. Ils font de la merde. Qu'ils obéissent à tes ordres, qu'ils fassent ce qu'il faut, comme ça on s'en sort. Eh ben merci, va leur dire. Non mais attends quand même. Moi je fais du zéro alcool, du zéro drogue sur la route. Les peines, liberté conditionnelle, réduction de peine et sursis et rappel à l'ordre, supprimés. T'as que des peines fermes. Il n'y a pas entre 1 ou 2 ans. C'est si tu agresses un policier, tu prends 20 ans, c'est 20 ans. Il n'y a qu'une seule peine. Il n'y a pas entre 2 ans et 10 et 20 ans. Non, il n'y a qu'une peine. Si tu agresses un représentant de l'autorité, c'est 10 ans ferme. Pas de réduction de peine, pas de liberté conditionnelle, pas de sursis, pas de rappel à l'ordre. Donc voilà, il y a une seule peine pour ce chef d'inculpation. Agression sur un représentant de l'autorité publique, c'est 10 ans, pas moins, pas plus. Conduite en état d'ébriété, en état de consommation de stupéfiants, 10 ans. C'est pas entre 1 et 10, c'est 10 ans. Une seule peine en nombre d'années pour le chef d'inculpation. Si tu te mets au volant alors que tu as bu et que tu as fumé, eh ben tu risques 10 ans de prison. Voilà. Tu risques pas moins, tu risques pas plus. C'est 10 ans, une peine ronde, une peine globale, une peine ferme, identique pour tout le monde. Mais la justice, elle est la même pour tous. Si quelqu'un qui conduit en état d'ébriété, en ayant fumé, la peine est de 10 ans, c'est 10 ans pour tout le monde. Peu importe ta qualification sociale, peu importe tes revenus, peu importe, tout citoyen est tenu à même enseigne. Là, il y en a qui prennent 6 mois, il y en a qui prennent sursis, il y en a qui prennent 2 ans. En clair, c'est chaque juge qui se permet de mettre le nombre d'années qu'il veut. Non, normalement, il n'y a qu'un nombre d'années défini par la loi et c'est le nombre d'années équivalent au crime ou au délit commis. Si tu as commis un délit de fuite après avoir fait un accident, normalement, tu prends le nombre d'années maximum pour l'accident, le nombre d'années maximum pour le délit de fuite. Si délit de fuite, c'est 2 ans et que l'accident, c'est 1 an, tu as 3 ans de prison ferme. Point barre. Et là, il n'y a plus personne qui bouge dans la société. Tout le monde se tient à carreau, sinon tu vas charger. Tu m'étonnes, mon codex, avec les programmes que j'ai moi, l'ordre est ramené. L'ordre est réinstauré dans la société. Mais c'est une désociabilisation de la société. C'est la société qui se désociabilise. Macron est dans l'erreur complète. On n'est pas encore une guerre civile, on n'est pas encore à la barbarie. Pour l'instant, on est dans la, non pas décivilisation, mais c'est pas une décivilisation, c'est une désociabilisation de la société. Quand la société se désociabilise,
Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, le passage par la suite, c'est ce que dit Macron. On n'y est pas encore. Je suis envoyé à temps. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Écoute, moi, je leur ai dit ce qu'ils risquaient s'ils continuaient comme ça. Si on s'arrête à temps, on ne sera pas dans une... Ben oui, non mais ils confondent les mots. Il y a différentes étapes dans une apocalypse avant d'être à l'effondrement total. L'effondrement total des nations nous pendonner si on continue ce chemin. Si on continue cette route qu'on a prise. On va finir au bord d'un précipice, on va tous tomber dans le gouffre. Et moi, je pourrais pas tous vous rattraper par la main, je peux pas sauver tout le monde. Oui, je parle avec toi, mais je leur fais des petits messages subliminaux, t'as remarqué? Voilà. Ah, je peux pas sauver tout le monde. Ceux qui veulent être sauvés, eh ben, il faudra qu'ils évitent de tomber dans le gouffre, en réalité. Je pourrais en attraper un ou deux par la main, mais je pourrais pas rattraper toute l'humanité, j'ai que 2 bras. Voilà, déjà quand on a un peu de logique et de bon sens dans son esprit. Tu peux pas sauver tout le monde. T'as 3 personnes au bord d'une falaise. T'as une personne qui est grosse, une personne qui est maigre, une personne qui est petite. Si toi-même t'es petite, tu vas pas essayer de sauver la grosse et de sauver la grande et maigre. Tu vas sauver la plus petite en fonction de ton gabarit. Si t'as la possibilité d'en sauver 2 parce que t'as la force pour. Mais si tu fais 1m50, 45 kilos, tu vas pas pouvoir sauver la grosse de 110 kilos d'un mètre 75. Eh ben oui, c'est logique. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais parce qu'il y a une désociabilisation. Si la société n'est plus sociable, donc s'il n'y a plus de vivre ensemble, c'est le chaos. C'est le début du chaos. La décivilisation, ça vient après la désociabilisation. Là, on est pour l'instant dans une désociabilisation. Quand il n'y a plus de sociabilité, il n'y a plus de fraternité. Tout le monde veut l'égalité, tout le monde veut la liberté, mais ils ont oublié qu'il y a une fraternité qui gère tout ça. La fraternité, c'est le vivre ensemble, c'est être sociable les uns avec les autres. Quand il n'y a plus de sociabilité dans la société, c'est normal qu'on en arrive à un résultat comme ça. Et la phase d'après, c'est la décivilisation. Puis par la suite, l'effondrement de la nation. Ça marche par 3. Désociabilisation, décivilisation, effondrement de la société. L'ordre de 3. Pour l'instant, on est dans la première partie. Ah, eh ben oui, voilà. On est sur une première phase de pyramide. Est-ce qu'on va passer à la deuxième et à la troisième? Voilà. Soit on s'arrête maintenant et on fait chemin arrière, on évite le pire. Soit on continue et après la désociabilisation dans laquelle on est, c'est clair que ça va être la décivilisation. Et après la décivilisation, c'est l'effondrement. Eh ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour l'instant, on est dans les temps. On n'est pas dans le pire. On a la possibilité de tout arrêter et de réparer les erreurs qui ont été commises et qu'on est en train de commettre. Une fois qu'on sera en décivilisation, là, ça va être plus compliqué. Et l'effondrement, alors, faut plus rêver. Hein. Ah, l'effondrement, c'est mort. C'est mort. On n'a qu'à faire comme les Mayas, comme les Incas. Il y en a qui ont été intelligents, ils se sont barrés avant. Voilà. Eh ben, dans ces cas-là, t'as pas le choix. Hein. L'effondrement d'une nation, elle va pas se relever du jour au lendemain. Rome ne s'est pas construite en un jour, ni en 2, ni en 3, mais elle est tombée en même pas une semaine. Ils ont mis des décennies pour construire Rome. Elle s'est effondrée du jour au lendemain. La corruption, les péchés capitaux, le sexe, l'argent, la drogue et tous les problèmes de la société qu'on vit, c'est ça qui a porté Rome à son effondrement. Les Romains se sont effondrés parce qu'ils ont poussé trop loin. Ils sont allés dans tous les excès. Tout
le monde se permettait de faire ce qu'il voulait au nom de la liberté. Sauf qu'ils ont oublié qu'à côté de la liberté, tu as la sécurité aussi. Mais quand tu vis dans une société de péché, ne t'étonne pas de la société dans laquelle tu vis. Tout se vend, tout s'achète. Tout tourne autour de valeurs financières, de valeurs matérielles. C'est les valeurs humaines qui permettent de mettre un équilibre, de permettre justement l'humanité, de mettre justement le sociable. Un être humain sociable, c'est un être humain qui ne va pas se mettre en colère parce que l'autre personne ne pense pas comme toi, qui ne va pas juger la religion d'un autre, mais qui ne va pas non plus se laisser faire si on juge la sienne. C'est quelqu'un d'équilibré, qui a des valeurs, des principes. Il te faut les valeurs sur un plateau de la balance et il te faut les principes de l'autre pour maintenir l'égalité. Il n'y a plus de principes, il n'y a plus de valeurs. Sans principe, sans valeur, il n'y a plus de social. S'il n'y a plus de sociable, c'est qu'on se désociabilise. Si on se désociabilise et qu'on continue comme ça, on va finir par se déciviliser. Et après la décivilisation, c'est l'effondrement, la disparition d'une nation. Dans l'ordre des choses. Donc commencez à soigner la tête des gens et à comprendre le cerveau humain, peut-être qu'on avancerait un petit peu. Parce que franchement, vous n'avez pas grand-chose dans la tête, la plupart des gens. C'est grave, hein? Très grave, d'avoir un état mental à votre niveau en 2023, dans une société comme la nôtre, aussi développée en technologie, c'est une honte. Faites évoluer un petit peu vos cerveaux au lieu de faire évoluer la technologie. Parce que si la technologie avance plus rapidement que le cerveau humain, ne vous étonnez pas d'être déconnecté, hein. Vous êtes connecté à vos réseaux, mais vous êtes déconnecté de la réalité, hein. Déjà, avant d'utiliser la technologie, on utilise sa tête.